Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs. Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Et nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Degois, éditorialiste et écrivain. Bonsoir ma chère Françoise. Ma chère Laurence, bonsoir, Ravi bonsoir de les vous amis. retrouver sur ce plateau. Très heureusement aussi. Vous venez de publier ce livre, L'homme qui n'avait pas d'amis, aux éditions Plon. Cela parle d'Emmanuel Macron. Évidemment, je vous dis pour nos auditeurs qui ne voient pas la jaquette du livre, c'est Emmanuel Macron, évidemment. Un livre formidablement écrit. On va en parler évidemment tout au long de cette émission. D'abord, j'aimerais qu'on évoque l'actualité, ce qui se passe en Ukraine, avec ses répercussions à Moscou, où, vous le savez, une journaliste russe a fait irruption il y a 48 heures sur le plateau du journal télévisé en brandissant une pancarte pour dire non à la guerre, une protestataire. Elle a été arrêtée, bien sûr. Elle a 44 ans, 2 enfants. Elle a été condamnée aujourd'hui par le tribunal à une amende. Elle a été libérée, mais c'est le volet administratif des charges qui pèsent sur elle. Il y aura sans doute, malheureusement, un autre volet pénal avec un risque de peine de prison. On va écouter sa première réaction tout à l'heure à cette jeune femme, Marina, à la sortie du tribunal. Je voudrais remercier tout le monde pour ce soutien, chers amis et chers collègues. Je viens de vivre des journées très compliquées, peut-être les plus dures de ma vie. J'ai passé 48 heures sans dormir, plus de 14 heures d'interrogatoire. Je n'ai pas été autorisée à contacter ma famille et mes amis. Je n'ai reçu aucune assistance juridique. J'étais dans une situation très difficile. Je donnerai d'autres informations demain car maintenant j'ai besoin de me reposer. Voilà pour cette journaliste russe qui a donc été libérée, Françoise Degois. Elle est devenue un symbole, évidemment, mondial aujourd'hui. Le président Macron a dit qu'il lui accordait la protection asilaire. C'est-à-dire que si elle le faisait la demande, elle pourrait venir chez nous. Bon, ça c'est une chose, mais on voit bien que Vladimir Poutine ne voulait pas avoir 2 symboles planétaires. Il en a déjà un qui est devenu Volodymyr Zelensky, qui est véritablement le héros planétaire. Et cette femme, Marina, est devenue une héroïne. On a les larmes aux yeux. Il faut un courage pour arriver avec sa pancarte à la télévision russe. Vous êtes tous allés à Moscou, vous voyez à peu près l'ambiance, une ville extraordinaire, mais quand même au niveau des libertés, on sent que c'est assez restreint. Elle a un courage extraordinaire. Et je partage votre inquiétude et le bémol que vous mettez. Vous savez, moi, il y a quelques années, je connais bien Moscou, j'avais rencontré Anna Politkovskaya, qui était une journaliste hors du commun, qui dénonçait en permanence le régime de Poutine. Elle a été abattue comme un chien en 2006 au pied de son immeuble par des tueurs qui sont repartis tranquillement dans le métro, évidemment. Donc, on sait ce que la liberté de la presse veut dire. Mais là, de mon point de vue, Vladimir Poutine fait un geste politique. Il sait très bien qu'il ne peut pas transformer. Il ne peut pas avoir 2 héros sur le front intérieur et sur le front extérieur. Jean-Claude Dacier. Moi, je suis totalement d'accord. C'est une décision habile, politique évidemment. Habile parce qu'on s'y attendait pas. D'abord, il faut bien reconnaître qu'on la voyait se faire mettre en prison pour des années. Si on est optimiste, on peut avancer peut-être l'idée qu'il est malgré tout sensible, notre camarade Poutine, à l'opinion publique. Oui. Il ne leur a pas donné ce soir une jeune femme, comme tu l'as dit, emprisonnée, qui serait devenue un symbole et une idole de la presse européenne et mondiale. Maintenant, effectivement, elle peut repasser au deuxième tour, mais c'est peut-être aussi... Il y aura des sanctions pénales. Comment dire, une décision de justice amie qui veut dire aussi, tenez-vous tranquille désormais, et il n'y aura pas de problème au pénal. J'espère que c'est ça pour elle, la malheureuse. Parce que je ne crois pas trop, même si le geste cette fois-ci de Macron est malin, de lui dire, de lui offrir la protection, est-ce qu'elle va pouvoir sortir de Russie? J'en doute un peu. Globalement, écoutez, au moins, souhaitons-lui que ça ne s'aggrave pas. Oui. Elle a fait déjà un geste, comme tu l'as dit, d'un extrême courage. Il fallait être gonflé. Son père est ukrainien. Oui, faut pas l'oublier. C'est vrai, vous avez raison de le préciser. Ça démontre à quel point ce conflit brise les familles. Ouais. Donc, souhaitons-lui que ça passe et qu'il l'oublie. Ça va, il y a assez de monde comme ça en prison. Il y a peu de risques qu'il l'oublie, mon cher Louis de Ragnel. Non, absolument. Alors, moi, je suis pas particulièrement corporatiste dans cette profession. Vous savez, les journalistes ont pour habitude souvent de monter très vite en émotion quand il s'agit de cas comme ça. Mais là, pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu un vrai acte de courage de sa part. Et puis, en fait, elle est en train de devenir l'objet d'un symbole de résistance, justement, à Vladimir Poutine. Et Emmanuel Macron, je trouve de manière assez habile, est en train d'essayer de mener un bras de fer qui ne dit pas son nom avec Vladimir Poutine. Parce qu'en fait, très concrètement, ce qui va se passer, c'est que
elle est libérée, mais en fait, ça pour le coup, c'est un grand classique en Russie. Souvenez-vous pour Navalny, il a été interpellé, il a été libéré et 3 semaines après, incarcéré, goulag pendant 10 ans. Donc ça pour le coup, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter. Il est en prison. Absolument, ad vitam aeternam pour l'instant. Ils ont requis 13 ans de prison contre lui aujourd'hui même. Oui. Ensuite, donc, ce qu'on va regarder, les poursuites pénales, et puis que va-t-elle faire elle ? C'est-à-dire que Emmanuel Macron lui a offert effectivement la protection consulaire de la France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 possibilités. Soit elle se rend dans les prochaines heures à l'ambassade de France à Moscou, et dans ce cas-là, elle peut y rester, puisqu'ensuite il y a la question quand même de quitter la Russie, puisqu'aujourd'hui, vous savez bien, il n'y a plus de liaisons aériennes, il n'y a plus de vols commerciaux entre Moscou et Paris. Donc elle ne peut pas sortir de l'ambassade de France. Mais voilà, bon, elle est suffisamment grande. Il faut pouvoir y rentrer. Non, mais je veux dire, je t'interromps pour connaître bien, en plus, cette ambassade-là. Il faut y rentrer. L'ambassade, elle est gardée, comme toutes les ambassades du monde, par les Russes. Donc déjà, pour y pénétrer à l'intérieur, c'est déjà assez compliqué. Alors l'ambassadeur peut sortir. Est-ce que Emmanuel Macron veut faire un acte politique là-dessus ? S'il le souhaite, il peut tout à fait demander, par exemple, à l'ambassadeur de France à Moscou de sortir sur le perron, d'aller la chercher. Ça s'est vu pendant la guerre froide, il y a eu des histoires comme celle-ci. Et ensuite, la deuxième question, est-ce que cette personne demande l'asile à la France ? Si elle demande l'asile à la France, effectivement, il y aura une procédure sans doute accélérée et la France lui accordera sans trop de difficulté. Mais avec toujours cette question, est-ce que ensuite elle peut venir en France ? Elle a 2 enfants. Vous savez, parfois, on est confronté à des cas un peu étonnants. C'est-à-dire que nous, de manière très intuitive, on se dit mais elle va vouloir venir. Et il y a des gens qui sont persécutés dans leur pays, qui veulent y rester. Ça paraît très bizarre ce que je vous dis, mais c'est pas à exclure totalement. Notamment l'opposant biélorusse, vous vous souvenez, qui à un moment donné avait déchiré son passeport pour pouvoir rester en Biélorussie et continuer à mener le combat. Donc moi, j'entends ce que dit Louis, on parle d'habileté, etc. Je suis toujours un peu gêné, vous savez, je le dis vraiment, je pense qu'Emmanuel Macron tient son rôle, il fait son travail, mais cette capacité à sauter sur tout ce qui est, comment dirais-je, événementiel, je pensais notamment aux photos avec son sweatshirt de parachutiste ce week-end, avec une sorte de, comment dirais-je, d'effet miroir Zelensky, plus maintenant, tiens, il y a quelqu'un qui souffre, allons-y. J'aurais aimé qu'Emmanuel Macron se demande qu'est-ce qu'on fait avec Edward Snowden. Vous savez, vous avez une victime collatérale de cette guerre, c'est Edward Snowden, qui est réfugié en Russie, qui est réfugié contre son gré en Russie, enfin, qui n'a pas d'autre choix que d'y être. Julian Assange, on peut continuer longtemps comme ça aussi. Donc, le côté, j'entends ce que dit Louis, c'est de bonne guerre, mais ce côté, permettez-moi de le dire, d'en permanence, essayer de surfer sur l'actualité et l'émotion et d'un seul coup décider qu'on offre l'asile, tout ça me paraît encore de la communication. On fait une petite pause, on continue à parler d'Emmanuel Macron. C'est l'objet de votre livre, Françoise de Gois, L'homme qui n'avait pas d'amis, aux éditions Plomb. Un portrait en mosaïque du président que vous allez développer dans un instant. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1.